Salut, c'est Rudy, et avant de vous partager mon épisode du jour, je souhaitais vous parler d'un projet que j'ai lancé récemment. En effet, après presque un an d'existence du podcast, je me suis rendu compte de quelques manques entre guillemets concernant certains sujets qui pourraient aider à mieux performer. N'étant évidemment pas un expert dans la pratique du kayak, je suis toutefois depuis plus de 20 ans dans le milieu de la musculation, et c'est pourquoi je souhaite vous partager mes meilleurs conseils en rapport avec le kayak. C'est pourquoi j'ai réalisé une formation gratuite à destination des kayakistes et séistes motivés en quête de progrès. Dans cette formation gratuite, je vais vous partager des conseils techniques, avec vidéo à l'appui, sur certains exercices phares en musculation que vous pratiquez déjà. Je vais également vous partager des conseils alimentaires, et notamment sur comment prendre de la masse utile, mais aussi sur comment éviter au maximum les blessures au dos et aux épaules si fréquentes pour beaucoup. Enfin, je vous partagerai ce qui est pour moi un trait de caractère indispensable à cultiver pour aller encore plus loin, parce que votre réussite ne dépend que de vous. Si vous êtes intéressé par cette formation gratuite, cela se passe directement sur le site www.secretdukayak.org en renseignant votre email dans la petite pop-up présente sur la page d'accueil qui apparaît moins de 5 secondes après que vous soyez dessus. J'espère sincèrement que cela vous aidera. N'hésitez pas à me faire un retour après avoir suivi cette formation gratuite si vous aviez des idées, questions ou suggestions. Salut, c'est Rudy et je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Secrets du kayak. Le but de ce podcast est de vous partager ma passion du kayak de course en ligne et de partir à la rencontre des champions. Qui sont-ils et que font-ils pour performer au plus haut niveau ? Aujourd'hui, je vous partage ma conversation avec Vincent Redon, qui est entraîneur depuis plus de 25 ans dans le milieu du slalom. Après les débuts avec l'équipe du Canada, il entraîne en France depuis et se spécialise sur l'entraînement des jeunes. Il y a donc énormément de choses à tirer de cet épisode qui j'espère vous plaira. Je vous laisse maintenant découvrir Vincent et ses secrets. Salut Vincent, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh ben écoute, pas mal, ça va pas mal. Le printemps est là, donc on fait un peu de bateau, on reprend le bateau. Pour les vieux comme moi, c'est pas mal. Les vieux comme toi, t'as quel âge ? J'ai 55 ans. 50, bah t'es encore jeune, t'as encore le temps de naviguer. Je suis encore jeune, mais j'attends que l'eau soit chaude et que le soleil brille pour y aller. Tu vois, l'hiver, j'y vais beaucoup moins. C'est vrai, mais avec tout ton passé sur lequel on va revenir, tu tombes pas de toute façon, donc t'as pas si froid que ça si t'es bien habillé. Non, j'essaye de pas tomber, mais bon, quand même, quand faut se changer, il faut prendre des vagues dans la figure. L'eau est froide et tout. Non, c'est plus compliqué maintenant. Mais est-ce que l'eau est chaude des fois sur les bassins de slalom ou de descente ? Ça dépend où tu vas. Elle peut être bien chaude sur des bassins artificiels. Et puis, si tu navigues dans les Pyrénées ou les Alpes, par exemple, là, elle reste fraîche tout l'été. Mais c'est agréable. Quand c'est la canicule, c'est très agréable de naviguer dans les montagnes l'été. Ah parce que j'avais été à Bourg-Saint-Maurice voir le championnat de France. Et en fait, je pensais que l'eau était assez chaude et j'ai mis la main dans l'eau. Je dis, oh putain, mais elle est hyper froide. Ah non, mais là, t'as pris le plus froid aussi. Non, elle est à 10 degrés. L'été, elle est à 10 degrés à Bourg. Ah ouais. Tu fais de la bonne cryo. Tu peux faire entraînement et cryothérapie en suivant. C'est pas mal. Et donc là, tu remontes en bateau de slalom alors ? Et je remonte en bateau slalom. Ouais, j'ai mon gamin qui fait un peu de kayak, qui refait. Ouais, il aime bien ça, donc j'aime bien aussi aller avec lui de temps en temps. Ouais. Ah c'est cool. Comment t'as découvert le kayak, toi ? Ça date maintenant, ça date. C'est dans les années 70, au milieu des années 70, j'étais jeune, j'avais 7-8 ans. Mon père, on habitait à Lyon, dans la banlieue, à la Mulatière, même, dans la banlieue de Lyon. Et puis, mon père avait un pote qui faisait des descentes de l'Ardèche, et donc il voulait se construire un canoë pour faire l'Ardèche, donc il est allé au club de la Mulatière. Et puis là, de fil en aiguille, il a rencontré une équipe sympa, notamment avec la famille Doux, avec Michel Doux, qui était aussi CTR de l'époque, à la grande époque des CTR historiques. Et du fil en aiguille, on est resté dans le club, on s'est inscrit dans le club, et il est devenu président du club aussi. Donc tu vois, c'est parti comme ça, c'est parti avec la famille. Et toi, donc, t'as commencé directement par le slalom ou t'as fait un peu toutes les activités du kayak ? Non, un peu toutes les activités. Notamment à la Mulatière, c'était un club de descendeurs. Historiquement, c'est un club de descendeurs. Donc j'ai fait beaucoup de descentes tout le temps, même jusqu'à la fin de ma carrière en 97, j'ai fait beaucoup de descentes. Je dirais la moitié de l'entraînement, c'était de la descente pour moi. Et mais j'étais quasiment le seul à faire du slalom. Enfin, il y avait deux, trois autres athlètes qui faisaient un peu de slalom, mais je sais pas pourquoi je suis parti sur le slalom. Je pense que ça me correspondait mieux. Moi, j'avais envie de m'amuser quand même avec l'eau vive et ça correspondait mieux à mes attentes.
Euh, donc voilà, mais j'ai fait beaucoup d'autres activités que du slalom. Ouais. Si j'ai bonne mémoire, à ton époque, quand tu étais jeune, tu avais le championnat de France slalom et descente qui étaient un peu ensemble. Tu étais obligé de faire les deux, non? Il y avait pas quelque chose comme ça? Déjà, ouais, t'étais obligé de faire les deux. Ça, c'était une bonne chose. Il y a beaucoup de gens, bah alors c'est peut-être les vieux, hein, mais il y a beaucoup de gens qui le regrettent. Mais c'était une bonne chose que t'apprenais quand même, t'apprenais pas mal d'habileté à faire, à naviguer, à faire glisser un bateau et puis aussi du slalom. Donc c'était assez complet quand même. Ah, voilà, les choses ont changé, c'est comme ça, mais c'était une bonne école de formation. Quel est ton avis sur la question et la disparition de cette polyvalence? Bah, je peux dire que c'est dommage parce que encore une fois, ça permet d'avoir des apprentissages un peu variés, puis de pas être tombé dans la monotonie trop vite d'une spécialisation. En même temps, on voit que la société a changé. Enfin, la société du canoë-kayak a changé. C'est du matériel. Avant, on construisait nos bateaux nous-mêmes, donc c'était à un coût maîtrisé. Maintenant, on construit plus les bateaux pour différentes raisons. Pour déjà la manipulation de produits chimiques, pour la santé, tout ça, c'était pas forcément terrible. Mais du coup, maintenant, on achète les bateaux. Donc, au niveau matériel, ça devient très cher de faire plusieurs disciplines. Donc, c'est pas si évident que ça. Donc voilà, on a essayé récemment de remettre un peu de polyvalence, notamment chez les jeunes, en imposant entre guillemets le canoë et le kayak. Donc en slalom, les jeunes jusqu'à 15 ans doivent courir en canoë et en kayak. C'est encore une fois, c'est dans un objectif de maîtrise d'habiletés variées et de pas tomber trop vite dans la spécialisation. Toi, justement, est-ce que tu as fait du kayak et du canoë? Finalement, très peu. Moi, je faisais quand même pas mal de choses entre la descente, le slalom. L'hiver, beaucoup de ski de fond. J'ai fait un peu de canoë, mais on va dire que c'était plutôt folklorique. Mais j'ai fait 2, 3 courses quand même. J'ai fait un peu de bateau et j'ai fait quelques courses pour des courses régionales. Hein. Ouais, non, mais bon, faut déjà, t'as quand même fait un peu. Pour faire des courses, faut quand même maîtriser un peu. Ouais, j'en ai fait un peu sur des petits bassins pas trop gros à Saint-Pierre-de-Bœuf, des choses comme ça. Donc ça allait. Je m'en sortais. Est-ce qu'en parallèle du kayak, vu que tu as commencé très très tôt, est-ce que tu as fait d'autres activités sportives ou tu as vraiment fait kayak et des activités un peu apparentées, course à pied, ski de fond, etc. Ouais, non, j'ai commencé tôt, je te disais tout à l'heure, j'avais 8, 9 ans, donc c'était assez tôt. J'avais essayé la gym, ça m'avait pas plu. J'avais pas fait grand-chose avant. Un peu de gym, un peu de hand à l'UNSS, mais rien de bien sérieux et sur le long terme. Mais dès que j'ai commencé le kayak, après voilà, on faisait quand même pas mal de choses. Rien qu'avec le club de kayak, c'était pas que un club de kayak. On faisait, outre la navigation, en slalom descente, on faisait beaucoup de ski de fond. À la limite, même c'était le club. Au début, c'était le club de ski canoë kayak la Mulatière. Donc, on faisait pas mal de ski de fond, du vélo, de la course à pied, de la montagne. Beaucoup de montagne et l'été, parce que très tôt, moi, mes parents, ils partaient l'été dans les Alpes pendant 3 semaines en caravane, et faire de la montagne et de la descente de rivière. Voilà. Ouais, la jeunesse. Et est-ce que tu as eu rapidement des résultats en compétition ou est-ce que c'était difficile? Comment ça s'est passé pour toi cet aspect compétitif? Ça se fait plutôt dans l'insouciance quand t'es jeune, l'aspect compétitif. Donc, moi, je me souviens plutôt d'une période avec des potes, avec des collègues de club, avec des jeunes. C'était plutôt une bonne ambiance de copains. Donc déjà, c'était ça que je retiens de la jeunesse. Et puis après, la compétition, elle est venue un peu naturellement. Donc oui, j'ai eu un petit peu des résultats. J'étais champion de France cadet. Justement, tu parlais du combiné tout à l'heure. J'avais fait 2e en slalom et 5e en descente. Donc j'avais été champion de France du combiné. C'était sympa. Voilà, ça a assez bien marché assez vite, ouais, en minime cadet, relativement bien. Est-ce qu'il y avait des seniors ou des personnes plus âgées dans le club qui avaient justement, qui étaient un peu figure d'idole pour toi? Ouais, il y avait pas mal de seniors qui étaient plutôt des descendeurs. Il y avait, je sais pas, tu dois connaître quand même Joël Doux et bien sûr. Antoine Gauchy. Il y avait Dominique Gardette qui était championne du monde aussi. Enfin, en 87, notamment, là, j'étais moins jeune, mais il y avait une sacrée génération de descendeurs à la Mulatière, entre Doux, Gauchy, Gardette. Puis avant, il y avait eu Michel Doux et son équipier Patrick Bunichon, qui était champion du monde de C2 aussi, en 79 et 81. Donc, on a toujours eu, c'était un gros club, la Mulatière, et on a toujours eu des grosses têtes d'affiche, des grosses têtes de pont. Et en même temps, toujours une super ambiance. C'est-à-dire, ils s'occupaient de nous, quoi. Les cadors s'occupaient de nous tout le temps.
qui étions plus jeunes, et ça, c'était très, très sympa. Ouais. Qu'est-ce Je qui me a souviens fait? vraiment que, tu vois, qu'on a été quand même très encadré par Joël Doux, Antoine Gauchy, on montait souvent sur l'eau avec eux. On essayait des fois, quand on vieillissait, on essayait de les titiller à l'entraînement, mais tu vois, c'était toujours bon enfant. Et puis il y avait d'autres aussi, d'autres qui étaient moins tête d'affiche, mais qui participaient beaucoup. Comme c'était un C2 slalom, c'était un des rares slalomeurs aussi à la Mulatière, c'était Lionel Lafay et Rémi Le Saint qui encadraient beaucoup les jeunes comme moi. Et on a passé vraiment du bon temps avec tout le monde, quoi. Autant les têtes d'affiche que les plus jeunes. Qu'est-ce qui a fait que tu as choisi le slalom et pas la descente? Finalement, Écoute, t'as mis l'accent sur un des deux. ouais, je sais pas. Peut-être mes qualités naturelles déjà. Peut-être que j'étais pas trop enclin à me la coller sur de la longue distance. À l'époque, la descente c'était de la longue distance. Enfin, c'était que des courses longues, il n'y avait pas de sprint. Donc peut-être mes qualités naturelles et puis voilà, j'aime quand même bien jouer dans l'eau vive, hein, aller traverser des rouleaux, faire des surfs en vague, et ce qui s'apparente plus à du slalom, quoi, en fait. Tu dis que tu as été champion de France en cadet. Ouais. Comment ça s'est passé la suite pour toi? La suite, bah j'étais pas trop mauvais non plus en junior. Voilà, je fais partie de l'équipe de France junior. Et après, j'ai eu une petite période un petit peu plus longue après 18 ans là pour remonter, parce que tu sors de junior, faut aller gagner sa place en, en senior. Ça prend quelques années. Bon, j'ai pas non plus une grosse carrière en senior. J'ai réussi à avoir une sélection senior en 94. Et sinon, j'étais toujours un petit peu aux portes, toujours un petit peu du mal avec les sélections. Les fameuses piges là, c'est toujours quelque chose, un exercice qui m'a pas trop réussi. Souvent premier pas pris, souvent remplaçant, et une fois pris. Mais pas de gros résultats en carrière senior. Voilà. Mais j'ai quand même fait quelques années à essayer de m'accrocher. Il y avait quand en 88 on a appris que le slalom rentrait au jeu en 92 et pour la suite, donc ça met de la motivation, mais voilà, il y avait une bataille, toujours dans les 5 6 premiers, mais difficilement d'aller au-dessus. Pas facile, il y avait un peu de monde. Avec le recul, tu dirais qu'il t'a manqué quoi pour accéder aux premières places? Ah, il m'a manqué quoi? Moi, j'aimais bien m'entraîner, il n'y avait pas de souci, ça. J'aimais bien aller faire du sport, aller à l'entraînement. Je crois quand même que les tout grands champions, à un moment donné, bon, font un peu de réussite, mais ils sont aussi euh, c'est entre guillemets ce que je vais dire. C'est pas le terme est pas faux, mais il faut être un peu malade mental, quoi. Faut être obsessionnel là-dedans. Je pense qu'il m'a manqué un peu de ça, un peu d'être focus sur une seule chose, quoi. Une seule chose, c'est devenir champion. Et et voilà, j'étais peut-être pas assez objectivé là-dedans et assez prêt à faire des choix pour aller à 120% là-dedans. Parce que parallèlement, c'était quoi ta vie à côté du slalom? Moi, j'étais étudiant. J'ai traîné étudiant. Non, j'étais en STAPS, je suis allé jusqu'au CAPEPS, j'étais prof de PS en 94, voilà. Et donc j'ai eu une belle vie de sportif étudiant qui fait du sport, et c'était une belle vie de sportif, ouais. Et t'as réussi à avoir un parcours aménagé pour tes études, justement, comme t'étais athlète haut niveau en fonction des années? Non, c'était très bien ça. En STAPS à l'époque, ouais. En STAPS c'était à Lyon là, il y avait pas mal d'aménagements. Après j'ai pris un peu de temps parce que j'ai pris l'option maîtrise STAPS entraînement. Mais bon, j'arrivais pas à sortir. Après, il fallait quand même qu'au bout d'un moment, faut quand même avoir quelque chose à faire, un métier, quoi. Donc, je me suis réorienté ensuite sur le CAPEPS. Donc, j'ai mis 2 ans à avoir le CAPEPS ensuite. Donc, jusqu'en 94, j'étais étudiant. Après, j'ai eu le CAPEPS. J'ai fait mon année de stage, tout en parallèle de la carrière sportive. Et puis après, pareil, j'ai eu des aménagements. J'étais détaché sur service départemental de l'UNSS. Donc j'étais complètement détaché pour m'entraîner pendant 2 saisons. Donc très 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 bonnes conditions en tout cas. Il y a très bonnes conditions pour s'entraîner à cette époque-là. Je crois que ça continue d'ailleurs. Quand tu es prof de PS et que tu es en équipe senior, tu as toujours des bonnes conditions pour t'entraîner. Ouais, a priori de ce que je sais, c'est toujours le cas. Ouais. Ouais.
Durant ces années-là, est-ce que tu avais un entraîneur? C'est marrant ça, parce qu'on était à Lyon. Il y avait un centre d'entraînement à Besançon, un centre d'entraînement à Rennes. Voilà, Toulouse commençait à apparaître aussi, mais c'était pas encore complètement. Début des années 90, ça démarrait. Non, on était à Lyon. Moi, j'étais à Lyon. Au début, j'étais quasiment tout seul à m'entraîner à Lyon au niveau des groupes slalomeurs. Enfin, je parle de là où une fois que j'étais majeur. Donc, et puis petit à petit, on a agrégé un groupe sans entraîneur sur Lyon, d'un groupe de slalomeurs qui venait faire ses études à Lyon. Il y avait pas mal d'athlètes qui étaient à l'INSA. Et au bout d'un moment, là, vers les années 93, 94, on était peut-être une 10-15 à s'entraîner en slalom. Là, on avait un très très bon groupe. C'était des bonnes conditions d'entraînement. Il y avait un bon groupe. Il y avait des bateaux qui étaient pas mauvais. Hein. Il y avait Sylvain Curigné, il y avait Anne-Lise Bardet, il y avait et d'autres qui s'entraînaient fort. Donc c'était voilà, on était plutôt un groupe sans entraîneur. Après, j'étais quand même suivi par Pierre Salamé de loin. Christophe Prigent dans un premier temps, quand c'était par catégorie, jusqu'en 80, je ne sais plus. Non, je te dis, non, avec Pierre Salamé jusqu'en 92 et après avec Christophe Prigent par la suite jusqu'à ce que j'arrête en 97. Voilà, donc, mais c'était pas du quotidien, là, c'était plutôt des entraîneurs nationaux sur action. Au quotidien, peut-être ça nous a manqué aussi d'avoir des fois on s'entraînait, on faisait pas mal de sport, on s'entraînait bien, mais des fois avoir un petit retour pour nous aiguiller et si on prenait une direction qui n'était pas forcément la bonne. Mais on était très, très autonome sur Lyon. Justement, c'est ce que j'allais te dire. Est-ce que entre athlètes, vous n'avez pas l'entraîneur, vous faisiez des retours, chacun regardait les autres pour dire tiens, t'aurais pu peut-être essayer ça, ou tiens, lui il a essayé ça. Ouais, oui, ça peut arriver. C'était de la bonne ambiance. Enfin, c'était de l'entraide. On savait qu'on avait besoin de s'entraider. Mais déjà, d'observer les autres, ça fait un bon retour déjà. Mais ouais, c'était très, très travail en commun entre nous. Ouais. Il y avait, je me souviens de bonnes séances. Il y avait pas mal de kayakom. Hein. Il y avait Sylvain Curigné, François Millet, moi. Il y avait une bonne émulation en tout cas. Comment on s'entraîne pour progresser en slalom? Parce que tu vois, en course en ligne, je vois bien l'idée. En descente, je vois bien l'idée. En slalom, qu'est-ce qu'on fait? On fait sans arrêt le parcours? Tu varies, hein, il y a pas mal de variations de type d'entraînement déjà sur les durées. Bah, tu vois, tout comme comme entraînement physiologique, tu fais varier les durées et les intensités, bien sûr, mais tu rajoutes une composante technique avec des parcours plus ou moins durs. En fait, ça dépend ce que tu recherches. Parce que le slalom, il y a une part physiologique, bien sûr. Il faut s'engager le plus fort possible. Ça dure 1 minute 30, on va dire, en moyenne. Donc, physiologiquement, il faut être engagé au maximum. Après, il faut aussi être très précis, donc techniquement très juste, parce que tu peux encore plus maintenant, mais ça navigue à 5 à 3 centimètres près, quoi, 2-3 centimètres près. Donc, faut travailler beaucoup la précision. Et puis, il faut aussi travailler l'équilibre du bateau. Il faut que le bateau, il est quand même étudié pour glisser. Donc, garder toujours le bateau à plat. Donc, après, avec tous ces paramètres, tu bouges avec des fois des parcours faciles pour travailler l'équilibre et faire emmagasiner de la réussite. Tu veux emmagasiner des gammes ou emmagasiner une technique gestuelle. Donc, tu vas faire beaucoup de répétitions, pas forcément à haute intensité. Mais après, tu peux aussi très bien varier sur ces gammes les intensités très fortes parce que si tu arrives bien à basse intensité, petit à petit augmenter les intensités et baisser les volumes. Et puis la même chose sur les trajectoires tendues, quoi. S'habituer à naviguer avec les trajectoires les plus tendues possibles sans perdre l'équilibre. Donc pareil, c'est toujours une question d'équilibre entre l'engagement, la vitesse et l'engagement, la vitesse, la précision et l'équilibre. Donc avec cette palette-là, tu peux beaucoup varier sur les durées, les intensités, les volumes, la répétition, faire beaucoup de répétitions d'une gamme ou alors très peu de répétitions parce qu'en course, on n'a pas droit à répéter, faut être bon tout de suite, donc à faire des parcours direct au propre. Enfin, tu vois, il y a une palette assez large en fait. Et après, suivant les athlètes, les individus, leurs besoins, est-ce qu'il y en a qui vont être besoin plus sur l'engagement, parce qu'il y en a des fois qui sont très techniques mais ont un petit peu de retenue sur l'engagement, ben on va quand même essayer de travailler un peu l'engagement sans perdre leur qualité de glisse et de technique. Et puis d'autres, ça va être autre chose, quoi. Je trouve qu'avec tout ça, on peut très bien s'adapter aux différents profils individuels, du coup. Justement, c'est là où je voulais en venir. Si t'as pas d'entraîneur,
et que t'as pris le recul, en fait, c'est toi-même qui te dis, voilà, moi, c'est ce que je dois travailler, c'est mon point faible. Ouais, voilà. Donc t'as raison, c'est pas toujours facile, hein, parce que des fois la facilité, c'est de se dire bon, je vais faire ce que j'aime bien. Donc tu vois, entre je fais ce que j'aime bien et des fois l'entraîneur il est là pour dire on va faire ce que t'aimes bien, mais on va essayer de rajouter une petite dose de ce que t'as besoin aussi. Et c'est vrai que des fois quand t'es tout seul, tu peux peut-être faire j'aime bien ça, je vais me faire plaisir et voilà, je vais peut-être pas aller chercher dans les retranchements. Je pense que c'est à ça que sert l'entraîneur. C'est pas l'entraîneur, il sert pas pour moi à donner. Enfin, tu vas faire la planification et dire la physio, c'est important, mais c'est pas très compliqué en fait. Et plutôt, mais de mettre du sens et de mettre de la progression et de dire on va s'orienter là-dessus, on va s'orienter là-dessus sur tel point, tel point. Et c'est vrai que quand tu es tout seul, tu peux des fois tomber dans la facilité de se dire bon, c'est déjà assez dur comme ça, on se met un peu la misère, donc on va faire ce qu'on aime bien quand même. Et des fois, ce que tu as besoin, tu peux peut-être le laisser un peu de côté, même si tu l'as toujours en tête, mais tu vas peut-être chercher un petit peu moins loin. Ouais, mais je vois tout à fait ce que tu veux dire. Rapidement sur l'aspect physio, est-ce que Ouais. tout ce qui est entraînement physio, ça se fait aussi en bateau de slalom, ou justement toi tu faisais ça en bateau de descente, ou tu vois, j'imagine si tu veux faire de l'endurance de base, est-ce que tu le ouais. fais en bateau de slalom? Alors du coup, moi, quand je pense que c'est complètement différent aujourd'hui, hein. Moi, à l'époque, je faisais beaucoup de descentes. Je pense que je faisais quasiment un entraînement sur deux en descente. Donc, je faisais beaucoup d'aérobie, enfin, sans le vouloir, euh, je faisais pas mal d'entraînements polarisés, quoi. Je faisais beaucoup de basse intensité en bateau descente. Et puis, en slalom, je gardais plutôt le slalom pour la haute intensité et la technique. Voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde est plutôt fait beaucoup en bateau de slalom. Alors, sur le plat, pour aller chercher un peu de basse intensité et d'aérobie, un peu en rivière aussi, mais la majeure partie du travail, de l'entraînement se fait en bateau de slalom maintenant. Ok, j'allais te dire parce qu'en bateau de slalom, faire de l'aérobie, t'avances vraiment pas quoi. Là, t'es vraiment Ouais, mais bon, voilà, c'est aussi des moments enfin, t'avances pas, c'est toujours relatif par rapport à quoi, oui, hein. oui, non, bien sûr, mais je veux dire, ça glisse pas, comme un Ouais, bateau de descente, un bateau de course en ligne. T'es là, la ouais. glisse est limitée. Mais c'est ça, si tu compares à un bateau de descente ou course en ligne, ça avance pas. Puis si tu compares à un nageur qui sera dans le lac à côté de toi, tu avanceras vachement. Donc, non, mais Ouais, après, c'est c'est tout vrai. relatif. Il y a les athlètes aujourd'hui, ils trouvent du plaisir à aller faire du slalom en ligne droite et trouver du relâchement. Tu trouves autre chose. Enfin, voilà, c'est relatif. Tu sais pas que tu glisses moins bien qu'un ligneux quand tu es sur ton bateau de slalom. Mais tu cherches Bah quand ouais. même du relâchement, de l'amplitude, de la glisse. Et, et du coup, il y a pas, j'ai l'impression que la question se pose pas, en fait, presque. Ouais, non, mais c'est parce que quand j'avais interviewé de mémoire Yves Prigent, donc si j'ai bonne Ouais, mémoire, ça date un petit peu, mais je crois que lui justement sur le plat, il restait pas en bateau de slalom. Et ouais. comme toi tu faisais les deux, c'était ma question, c'était comment tu développes un peu tes bases physiologiques en fait en bateau de slalom, est-ce que tu changes d'embarcation ou pas? Mais, Ouais, avant, oui, moi, je le faisais beaucoup. Tu vois, Yves, peut-être aussi. Yves, c'est quelqu'un il est pas la vieille époque, mais il a été aussi dans une culture de la vieille époque avec les parents. Et, mais aujourd'hui, ouais, ça se fait plutôt en bateau de slalom. Mais je pense que ouais, ok. il y a pas d'objet là-dessus, je crois. Il n'y a pas de sujet. Qu'est-ce qui fait que tu arrêtes de te consacrer au slalom, du moins à ta carrière personnelle? Ah, en termes d'athlète, eh ben, Ouais. c'était les résultats, hein. Quand tu passes pas aux sélections 2, 3 années de suite, bon, après faut. Déjà, t'as plus les mêmes avantages pour pouvoir te libérer pour t'entraîner. Mais au-delà de ça, à un moment, on te dit bon, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas, bon, ça progresse plus. Ben voilà, non, ça y est, on tourne la page, hein. Parce que t'étais encore jeune, tu m'as dit que t'avais arrêté en 97, donc t'avais 30 Non, ans. j'étais jeune, j'avais 30 ans, ouais. C'est pas si jeune que ça. Non, ouais, voilà, c'était ça. C'est au bout de 2, 3 fois que ça passe pas en sélection, c'est dur de retrouver de la motivation, quoi, de se dire bon, là, maintenant, faut peut-être passer à autre chose. C'est par la force des choses, quoi, hein. Tu te dis bon, allez. Puis c'est tout. 96, ça passait pas pour les Jeux. 97, tu restes à une année, ça passe pas. Après, la perspective, c'était 2000, c'était assez loin. C'était se refaire encore 3 ans ouais, voilà, faut se remotiver, hein. C'était peut-être sûrement une baisse de motivation. Puis moi, j'ai commencé jeune, du coup.
quand même. Quand tu commences un peu plus tard, peut-être que tu peux, tu vas t'accrocher, mais là, moi, ça faisait longtemps que j'en faisais, donc faut quand même y mettre de l'énergie, hein, au bout d'un moment. Est-ce qu'après, tu as travaillé en tant que prof d'EPS dans les écoles? Alors, j'ai fait une année j'ai fait une année en banlieue lyonnaise. Voilà, c'est pour ceux qui connaissent, j'ai fait une année au Minguette, au collège. Et là, j'ai bien vu que finalement, c'était pas ma vocation. Et du coup, j'ai fait qu'une année. Et puis, j'ai répondu à un appel d'offres de l'équipe du Canada qui recherchait son entraîneur, son head coach pour l'équipe olympique de slalom pour les Jeux de 2000. Ah, Donc, énorme. j'ai postulé. Et puis, alors, je les connaissais un peu. Hein, je connaissais un ou deux athlètes. Et puis, j'avais déjà fait des petits séjours au Québec. J'avais déjà entraîné l'équipe du Québec un été en 93, je crois. Donc ils m'ont recruté. Donc à la fin de l'année 98, en juin 98, je suis parti habiter à Vancouver pour 3 ans, enfin pour 2 ans et demi jusqu'au jeu de 2000. Donc tu vois, la transition finalement elle a été assez rapide. Athlète, quelques mois prof et puis très vite je suis devenu entraîneur. Mais comment ça se passe déjà en 93 pour que tu deviennes entraîneur de l'équipe au Québec? Comment l'opportunité se fait? Ben, ils avaient fait un appel d'offres. Est-ce que je connaissais? Non, je connaissais peut-être pas du monde, mais ils cherchaient. Voilà, j'avais appris qu'ils cherchaient. Moi, enfin, on se connaissait un peu parce qu'en 92, 92, on était pas mal allé faire des tournées de compétition en Amérique du Nord. Puis j'en avais rencontré les Québécois avec qui c'est très facile de sympathiser. Et puis, du coup, quand ils cherchaient quelqu'un pour 2 mois d'été en 93 pour encadrer l'équipe du Québec, ben je me suis porté candidat et puis ils m'ont pris. Donc, on avait une bonne, l'école française de slalom a une bonne cote à l'international. Donc voilà. Déjà par la langue, c'était facile et puis on a la cote. Donc, je suis allé 2 mois entre Québec, Montréal. Jonquière, faire du bateau aux jeunes là-bas. Ça, c'était sympa. C'était une première approche. Et du coup, ouais, 98, ils m'ont recruté. Mais là, c'était l'équipe du national là qui m'a recruté. T'avais pas la pression justement parce que t'avais juste entraîné. Tu peux peut-être me corriger, mais t'as entraîné juste en 93 un peu. T'avais déjà entraîné en France ou Non, j'avais pas trop entraîné. Ah, j'ai fait pas mal. Moi, j'aimais bien ça. Enfin, tu vois, j'étais en STAPS, entraînement. Je me suis toujours proposé avec les équipes, des équipes de France. Junior et moins de 23 là quand j'étais étudiant j'allais au stage d'équipe de France, je me proposais sur les stages d'équipe de France en tant que bénévole. À l'époque c'était Yvon Olry qui tenait l'équipe de France des jeunes et donc j'ai fait pas mal de stages. Voilà, j'ai pas mal encadré les jeunes à cette époque-là dans les années 90, au début des années 90. Et mais c'était voilà parce que ça me plaisait. Et du coup ça m'a déjà fait une petite expérience. Donc mais quand même quand tu arrives head coach au Canada et que t'as pas bossé là-dedans avant, tu mets le pied tu mets le pied, tu sais pas où en fait. Hein. Tu dis oulala, en fait j'espère que c'est pas trop grand. et j'avais interviewé Fred Loyer, bah lui qui est plus course en ligne et qui m'a dit qu'au Canada c'était beaucoup plus professionnel dans le sens où les athlètes quand ils font de la course en ligne, peut-être en slalom c'est ma question, c'est les parents qui payent derrière. C'est pas comme en France où tu payes une petite licence et t'as tout fourni. Là les enfants entre guillemets ou les athlètes arrivent, en fait c'est vraiment un investissement financier, donc c'est beaucoup plus professionnel. Est-ce que tu as vécu ça? Ouais, alors en même temps c'est professionnel, mais je pense que le slalom au Canada est pas au même niveau que la course en ligne au Canada. La course en ligne au Canada est beaucoup plus développée que le slalom. Déjà il y a des grosses structures sur Montréal, sur Ottawa et ailleurs. D'ailleurs je connais pas trop, mais en slalom il y a très très peu de monde qui pratique en fait, mais qui pratique le canoë. Tout le monde dans son jardin a un canoë. Où le kayak plastique c'est très développé, le kayak de rivière, mais la compétition c'est très peu développé, mais c'est un peu le mal de l'Amérique du Nord sur le sport universitaire. Quand t'es pas un sport universitaire reconnu, bah t'as pas d'aide en fait. Donc c'est que de l'investissement personnel. Donc il y a très très peu de monde, très très peu de pagayeurs au Canada qui font de la compétition en slalom. Je pense que c'est quand même mieux organisé en course en ligne. Enfin mieux. Il y a plus de structures d'accueil. Donc voilà, c'est que de l'investissement personnel au Canada. Il n'y a pas d'aide, il y a très peu d'aide, sauf si tu es très bon, l'État te donne un peu de funding, ils appellent ça, de l'argent pour faire ta saison. Mais sinon, si t'es pas top payeur, c'est-à-dire dans les 10 meilleurs mondiaux, bah, tu payes tout, mais même quand tu vas en Coupe du Monde, Championnat du Monde, tu payes ton hébergement, quoi. Donc
Donc c'était pas simple pour fédérer. Déjà pour fédérer une équipe, c'est pas simple. Quand tout le monde n'est pas sur le même pied d'égalité, tu peux pas dire bah l'équipe du Canada, on va les loger à tel hôtel. Et il y en a qui vont dire ah, non mais moi j'ai pas les moyens, je peux pas faire ça. Donc ouais c'est une structuration assez particulière hein, en Amérique du Nord. Mais les Américains sont aussi sur la même. Enfin les USA sont aussi sur la même organisation. C'est pas très organisé en fait. Comment elle se passe cette expérience alors au Canada? Est-ce que avec le recul, t'en es content? Comment tu t'acclimates un peu à tout ça? Est-ce que tu as des résultats? Comment... Non, là, c'est super concluant. Mais quand tu arrives là-bas, que tu parles pas anglais, parce que bien sûr, je parlais pas anglais, comme tout bon français. Donc, j'arrive à Vancouver. Donc là, c'est anglophone, total anglophone. Ça fait un petit choc hein, quand même, parce que c'est un bon dépaysement. Tu te retrouves tout seul. Du coup, j'avais ma compagne, mais qui pouvait pas suivre là. Elle faisait une thèse en France, donc je suis parti tout seul. C'était un peu rude. Après, je connaissais deux, trois athlètes. Et puis finalement, non, c'est une super expérience. C'est vraiment une super. Et le coin là-bas, la Colombie-Britannique, c'est magnifique en plus. Donc, mais super expérience. Et en plus, il y a eu quelques résultats qui sont arrivés assez vite. Donc ça aide toujours à l'intégration. Et encore une fois, on a une bonne image et puis je pense qu'on a une sensibilité particulière qui est différente par rapport à l'Amérique du Nord sur la technique. Donc même si on n'a pas d'expérience de coaching, on a quand même une petite approche technique qui est singulière. Donc ça permet toujours de construire quelque chose de voilà on apporte automatiquement de la nouveauté. Donc quand tu apportes de la nouveauté, ça permet de mieux marcher. Mais c'est vrai qu'il y a aussi les résultats qu'on fait que dès 98, il y a eu des résultats en Coupe du Monde, des médailles en Coupe du Monde, en Amérique du Nord notamment. Donc ça, c'était bien parce que c'était en Amérique du Nord et il y a eu des résultats, des médailles, alors qu'il y a longtemps qu'il n'y avait pas une médaille au Canada. Donc je crois que c'est un kayak homme et une kayak dame qui font une médaille sur la même Coupe du Monde. Donc là, c'est tout de suite, tu passes pour un dieu presque. Tu as un peu de réussite et tu passes pour un dieu. Et puis ça a continué en 99. Là, il y a eu un kayakom qui a été champion du monde en 99. Donc voilà, c'était la grosse cote quoi en fait, hein, parce que c'était pas forcément attendu. C'est la seule fois, c'est la première fois et toujours la seule fois que c'est un non-européen qui gagne le championnat du monde en kayakom slalom. Donc donc c'est vrai que c'était un peu une nouveauté. Donc ça c'était une très bonne expérience avec David Ford donc qui gagnait le championnat du monde. Donc voilà. Et non et puis du coup par contre la campagne olympique bien moins bonne sur les JO. Là on rentre dans une autre sphère aussi au jeu. Euh, Ça reste le Canada. Moi j'étais le seul entraîneur donc tu vas te battre contre des équipes qui ont des armadas d'entraîneurs, de staff, et toi, c'est un peu plus du bricolage quand même quand tu essayes de tirer les bouts de ficelle pour faire une équipe correcte qui aille au bout. Donc c'est pas la seule explication, mais parce qu'on s'est sûrement aussi un peu perdu. Je pense que le fait d'avoir eu le titre en 99, ça a mis beaucoup de pression sur David Ford sur les jeux. Voilà, peut-être que j'étais pas prêt aussi à affronter tout ça tout seul, parce que j'étais quand même tout seul avec quatre bateaux, c'est pas si simple à suivre la préparation de 4 bateaux. Donc voilà. Par contre, bien moins bien sur la campagne de Sydney. Mais bon, ça reste une expérience fondatrice pour moi. J'ai appris plein de choses. J'ai déjà bien appris à parler anglais. Après, j'ai appris mon métier directement au propre avec des seniors qui cherchaient des médailles. Donc ça forme, hein. Ça forme vite. La formation est accélérée, on va dire. Tu parlais un peu de la touche française vis-à-vis de la technique. Est-ce que tu saurais me l'expliquer? Euh, alors, est-ce que c'est vrai toujours aujourd'hui? Je sais pas, mais on a on a quand même toujours un petit peu cette orientation sur la glisse, l'équilibre du bateau, un bateau qui reste à plat et qui glisse bien. Euh, il y a des écoles ou des cultures qui vont être plus sur l'engagement. Je pense qu'il y a par exemple, les Slovènes sont un peu comme les Français sur la glisse, sur l'utilisation au maximum du bateau et des courants pour faire avancer le bateau. Il y a d'autres écoles, l'Amérique du Nord est plus sur l'engagement physique. On va dire ils sont plus sur on va mettre l'accent sur l'engagement.
Parce que la France, c'est vrai qu'elle a beaucoup de médailles. Du moins pendant une époque en slalom, elle était un peu dominatrice. Et donc, je sais plus qui m'avait dit ça en podcast, mais que en course en ligne, ils avaient été voir un peu au slalom comment ils faisaient pour avoir autant de médailles et pour essayer de s'en inspirer. Et c'est vrai que en slalom, là, à part cette Olympiade-là, ça se passait plutôt bien. Ouais. Non, ça se passe en général plutôt bien. Est-ce que c'est singulier? Ben voilà, il y a aussi du monde. On a aussi du monde. C'est une bonne. Il y a au niveau de l'animation nationale, il y a quand même pas mal de compétitions. Il y a plein de jeunes qui pratiquent beaucoup. Donc on arrive aussi à garder et à fédérer du monde. Donc on a une petite base aussi. Je ne sais pas si la course en ligne a la même base de pagayeurs au départ, mais en tout cas on a du monde. C'est sûr que si tu regardes par rapport à l'étranger, c'est certainement la France qui a le plus de pagayeurs, peut-être les Tchèques un peu, mais on a aussi une grosse base de pagayeurs et de jeunes qui vont sur l'eau. Donc ça nous aide, c'est certain, ça nous aide. Mais après, notre petite touche française, on va dire que c'est plus sur la, la technique, la glisse, la technique et chercher des trucs techniques. Et donc, ton aventure au Canada, elle se finit après Sydney 2000? C'est ça. Après Sydney 2000, j'avais déjà été recruté. La France a commencé à rechercher une nouvelle équipe d'entraîneurs pour l'après Sydney. Ils avaient déjà commencé ça à l'été 99, à lancer les appels d'offres. Donc, je savais déjà dès le mois de janvier, j'avais fait un entretien là, que dès le mois de janvier que je serais sur l'équipe de France après les Jeux de Sydney. En janvier 2000, je savais qu'après les Jeux, je serais entraîneur de l'équipe de France. Donc je suis arrivé très vite, parce que les Jeux c'était tard, je crois, il me semble. Donc ça s'est enchaîné assez vite. Où j'ai rejoint le pôle de Besançon comme entraîneur en septembre 2000. Comment ça s'est passé alors à Besançon? Eh ben, c'était sympa. J'étais avec Michel Saidi. On était deux, on était collègues. Et pareil, une nouveauté pour moi parce que là, du coup, j'ai fait Lyon, Vancouver, Besançon. Donc c'était un peu la nouveauté. Besançon était le gros centre d'entraînement dans les années 80-90. Et à partir de la fin des années 90, c'était plutôt Toulouse qui a pris le leadership sur les athlètes seniors. Donc à Besançon, c'était plutôt des jeunes athlètes. On avait plutôt des athlètes qui sortaient du bac et qui arrivaient sur Besançon. Donc c'était un groupe de jeunes. C'était un peu différent parce que c'était pas le même niveau. Mais par contre, sur les équipes de France, j'étais en charge de l'équipe kayak dames. Et donc là, par contre, normalement, il y avait du haut niveau puisque les Françaises au jeu en 2000, il y avait Brigitte qui était deuxième et puis Anne-Lise Bardet qui était troisième. Donc, c'était une grosse équipe de France kayak dames. Donc ça, le challenge était moins sur le quotidien que sur l'équipe de France de kayak dames slalom. J'allais te dire que là aussi, tu es bien accueilli parce que tu arrives, il y a déjà 2 médaillés. Donc, mais c'est pas simple. Non, c'est pas simple parce que parce que pour faire mieux, c'est dur, quoi. Donc c'était pas si simple. Et puis Brigitte arrêtait. Brigitte Guibal avait arrêté après les Jeux, donc voilà. Il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait à Besançon, il y avait notamment pas mal de féminines puisqu'il y avait Anne-Lise Bardet, Marie Gaspard et Anneline Poncet qui étaient les jeunes qui montaient à l'époque là. Donc il y avait pas mal de féminines sur Besançon à cette époque-là aussi. Est-ce que c'était une volonté de ta part d'entraîner les féminines? Je me souviens plus comment ça s'est fait. Je crois. Ouais, je sais plus. Moi, j'ai pas de préférence sur, tu vois, canoë, kayak. C'est plus la relation qui est intéressante que l'embarcation. On a des affinités peut-être plus avec l'embarcation qu'on a bien connue en tant que pagayeur. Mais ouais, tu vois, j'étais amené à encadrer des canoës aussi et après, là, techniquement, des fois on est un peu limité, mais c'est quand même moins là que ça joue que sur l'aspect coaching quand même. Donc non, je sais plus pourquoi les kayak dames. Je pense que ouais, j'ai dû choisir. Je sais plus exactement, mais peut-être ça s'est fait parce qu'en fait, comme j'allais à Besançon, qu'il y avait quand même beaucoup de kayak dames à Besançon, c'était plus naturel aussi. Est-ce que tu as remarqué des différences, j'ai un peu dans le futur ou pas, entre entraîner des gars ou des filles?
Alors, je pense que ce qui est la particularité, alors surtout dans les années 2000, c'était que les filles en slalom étaient, enfin comme en course en ligne d'ailleurs, c'était une minorité puisqu'il y avait 3 disciplines masculines, une discipline féminine. Donc, déjà par là, t'as des différences parce que tu encadres enfin tu coaches une minorité. Donc, tu vois, faut faire sa place, faut s'imposer. C'est pas si simple pour des féminines de vivre dans une équipe masculine en grande partie. Déjà par les athlètes qui sont présents et par l'encadrement qui est principalement masculin. Donc, et qui l'était et qui l'est toujours. Donc, c'est plus cette particularité-là qui est à retenir. Mais d'un point de vue individuel, non. D'un point de vue individuel, entre hommes et femmes, non, je dirais pas que j'ai trouvé des différences. C'est Non, quoi? des fois, c'est peut-être un peu plus sur l'émotion. On peut, je sais pas si c'est un cliché, c'est peut-être un cliché que je dis là, mais des fois peut-être une tendance à être plus sur l'émotion, mais je suis pas certain de ce que je dis là, tu vois, en même temps. Ouais, mais je vois bien je vois bien ce que tu veux dire. T'inquiète Ouais. pas. Tu parlais tout à l'heure que quand t'entraînes en canoë ou en kayak, tu peux être limité en canoë sur l'aspect technique, mais que ça se joue Ouais. sur l'aspect coaching. C'est quoi Ouais. l'aspect coaching pour toi? Ouais, c'est plus l'aspect coaching, c'est plus mettre ce que je parlais de mettre en perspective les besoins, le plaisir et le sens. Enfin, tu vois, de pourquoi l'athlète il s'engage autant, faut que ça ait du sens, faut qu'il se fasse plaisir et en même temps, faut répondre à des besoins de progression. Donc, c'est trouver cette alchimie-là, en fait. C'est comment faire progresser tout en se faisant plaisir et tout en gardant du sens à ce que je vais faire. Donc c'est là, quoi. Bien fixer les objectifs et bien doser entre. Si on peut pas faire, on va pas dire, je vais travailler pendant un an mes points faibles parce qu'on va pas se faire plaisir. Donc c'est comment bien doser ça sur ouais, le plaisir. Ou c'est quels sont les types de pratiques qui vont me faire plaisir déjà et sur comment je peux rajouter le travail des besoins et que ça ait toujours du sens, que le tout ait du sens pour faire ça parce que c'est quand même un engagement total. Donc faut que ça ait du sens. Donc c'est pour moi c'est ça le coaching en fait. Après la technique, voilà, ça fait une petite partie du boulot qui est ensuite, mais souvent, on est focalisé technique parce qu'à un moment donné, c'est ce qui nous tient. On navigue, on va corriger la technique. C'est ce qu'on aime. Enfin, la plupart du temps, c'est ce qu'on aime. Mais, mais voilà, le coaching pour moi, c'est réussir à lier plaisir, besoin et sens. Et c'est là que ça se jouera pour moi. Pendant combien de temps dure ton histoire avec les kayaks féminines? Eh ben, 4 ans jusqu'à Athènes. Voilà. Ça a fini là, ça a fini avec les Jeux d'Athènes. Ouais, alors, à Sydney, il y avait 2 sélectionnés. Plus ça va, moins. Enfin, en 92, moi, quand j'étais athlète, il y avait 3 bateaux par catégorie qui allaient aux Jeux. Donc, ça faisait quand même 12 bateaux aux Jeux en slalom. Maintenant, il n'y en a plus que 4. Donc, entre 92 et maintenant, qu'il n'y en a plus que 4, ça allait en réduction. Et à Athènes, il n'y avait plus qu'une féminine, une kayak dame. C'était Peggy Dickens. Super. Alors, c'était pas forcément simple toute l'Olympiade parce qu'on n'a pas eu un résultat escompté. Il y a des jeunes qui ont progressé, mais c'est vrai que les leaders ont du mal à performer, donc c'était pas simple. Du coup, ça crée un peu des fois des fritures et des tensions, mais en tout cas, après les sélections d'avril 2004 et jusqu'au jeu avec Peggy Duquesne, c'est très bonne, un très bon souvenir, une très bonne préparation, je pense, parce que Peggy, elle avait eu du mal sur les saisons d'avant, sur 2002-2003. Elle se sélectionne quand même. Et puis, on a fait une préparation sur des Coupes du Monde avec des médailles, avec la progression, des bons stages sur Athènes. C'était vraiment une bonne relation. Voilà, on s'est retrouvé justement ce qu'on parlait tout à l'heure sur le coaching, sur entre plaisir, besoin et progression. Et c'était une très bonne préparation. Ça a failli finir super bien. Puis ça a fini à la 300e près, ça n'a pas fini bien. Voilà, elle fait 4e à 300e, avec une petite péripétie. Parce qu'au début, elle était 3e, ils avaient oublié d'additionner une pénalité. Ah merde. Voilà, tu vois, elle était comme voilà, c'était 3e médaille, c'était génial, c'était super.
Elle était quand même partie déjà aux interviews avec la presse en zone mixte. Et à un moment donné, quelqu'un me dit, ils ont oublié une pénalité, ils viennent de la rajouter, finalement, elle est 4e à 3 centièmes, faut que t'ailles lui dire. Donc, putain. ouais, tu vois, la préparation, tout a été un bon moment, mais là, ce moment-là précis, waouh, c'est pas facile. Ouais. Ah ouais, là, tout s'écroule. Voir l'athlète et lui dire, en fait, non. Elle était en train de faire des interviews. Donc ça, c'était un moment très dur. Mais finalement, elle a été super forte, je trouve, parce elle aussi, je crois, elle a bien compris qu'elle avait fait une super préparation. Pas grand-chose à remettre en cause, quoi. Finalement, c'était quelques mois de préparation et de Jeux Olympiques très beau, quoi. Très, très beau. Et puis l'équipe de France avait brillé en parallèle de ça avec Benoît, avec Tony, Fabien. Donc voilà. Puis le C2, il faisait 5e. Donc tu vois, c'était un résultat de la pire place, c'était la 5e place. Donc tu vois, c'était quand même des très très bons jeux. Donc bon, voilà, une petite frustration quand même que ça finisse comme ça, parce qu'à un moment donné, tu y crois, quoi. T'as goûté à la médaille, et puis, enfin, elle a goûté à la médaille, et puis c'était le petit moment un peu dur. Et bon, et voilà, je crois qu'au final, c'était une belle préparation olympique en 2004. Ouais. Et justement, quand tu parles de préparation, ça signifie quoi? Parce que je vois bien l'entraînement en bateau, mais est-ce qu'il y a de l'entraînement en dehors du bateau? Quelle est l'importance, par exemple, de la musculation en slalom? Est-ce que ça a vraiment un intérêt? Est-ce qu'il y a pas mal de courses à pied aussi, comme en course en ligne, ou non? Est-ce qu'il y a de la natation? Non, il y a pas mal de préparation. Il y a beaucoup de préparation annexes en slalom. Des fois, peut-être quand on connaît pas bien, on se rend pas compte, mais il y a quand même beaucoup de préparation annexe en musculation notamment, ou en pratiques diverses comme la course à pied que tu dis, ou du vélo. C'est pas ce qui transparaît. Après, sur une préparation terminale olympique de avril à juillet, à fin juillet, c'est pas l'accent il est pas trop mis sur le développement musculation. Ce qui est, enfin, je trouve, ce qui est aussi intéressant, c'est quand même un sport où il faut avoir très confiance dans sa technique. Enfin, c'est beaucoup de finesse technique, et il faut avoir extrêmement confiance dans sa technique. Donc, des fois, si tu charges trop en prépa physique musculaire, on va dire, en musculation, en renforcement musculaire, ça peut altérer, je pense que ça peut des fois altérer des capteurs, là, je vais employer des termes qu'on n'est pas scientifique, ou un peu des mots à moi, mais des capteurs sensoriels qui font que t'as les articulations qui ont du mal à être bien fluides, à bien trouver ta technique, à bien poser le truc. Donc c'est toujours la préparation terminale, c'est plus un petit dosage, le bon dosage entre garder la confiance dans sa technique et réussir à toujours progresser sur les aspects physiologiques. Mais j'ai quand même l'impression que à certains moments, tu vas maintenir musculairement sur du travail en salle, sans trop vouloir développer ce que tu auras fait sur les périodes ou sur les années avant, et plus jouer sur la confiance technique, et plus, je dirais, de la physiologie de la physiologie embarquée pour garder la bonne fluidité gestuelle. Je confirme tout ce qu'à mon niveau, mon faible niveau en tout cas, je vois bien que quand tu fais de la muscu vraiment à fond, tu perds en fluidité de geste, hein. Tu sens que t'es un peu, c'est pas comme ça te raidit un peu, c'est pas le mot, mais tu perds en souplesse, quoi. Tu sens que t'es rigide, t'es plus rigide. Musculairement et articulairement, je trouve. Exactement, ouais, ça te rigidifie le tout, quoi. Ouais. Sentir que tu es bien placé, et quand même, faut être bien placé, la gestuelle soit bien placée. Tu vois, les épaules, notamment les épaules et le bassin, en slalom, ils travaillent dans des axes très différents. Enfin, tu vois bien, c'est des articulations qui bougent dans tous les sens, et en slalom, ça entraîne ça. C'est des articulations qui bougent dans tous les sens. Donc, quand on parle du gainage, le gainage va prendre de l'importance entre le relâchement et la contraction, être bien gainé sur le niveau du bassin, mais aussi au niveau de toutes les articulations. Je pense que le poignet, des fois on ne parle pas souvent, mais la fluidité du poignet, de l'épaule, de l'articulation de l'épaule, font qu'il faut être super précis pour moi, le gainage. Tu vois, des fois on parle souvent de gainage abdominal et lombaire, et pour moi, c'est toutes les articulations doivent être gainées. Donc, c'est aussi du travail d'épaule et de fluidité articulaire pour être toujours bien placé et efficace, en fait. Ouais, donc, c'est vrai que les périodes de fin, comme tu me demandais avant les Jeux, c'est quand même l'accent est plus mis sur la réponse juste technique et de l'entretien musculaire,
il y en a de la musculation, mais ça va pas être des grosses, des gros blocs. Et après, parce qu'il faut quand même avoir confiance. Tu vois, si tu as moyennement confiance dans ta technique, tu peux plus t'engager. Si tu as énormément confiance dans ta technique, bien sûr, faut avoir aussi énormément confiance dans son physique, mais là, tu peux y aller, quoi. Mais si tu as des petits problèmes de précision ou d'ajustement technique, c'est dur de se dire, bon, allez là, je suis au top, je vais y aller, je peux m'engager. Donc, pour moi, la prépa terminale, ça va être une recherche de finesse technique maîtrisée à 100%. Qu'est-ce que tu fais après les Jeux d'Athènes alors? Après les Jeux d'Athènes, il y a eu toute une refonte au niveau fédéral on appelle ça la filière de haut niveau. Donc l'organisation des équipes de France, l'organisation de l'entraînement au quotidien change. Le pôle de Besançon ferme. Et donc je pars à Toulouse, sur le centre d'entraînement de Toulouse, qui est orienté à l'époque, il y avait plusieurs pôles qui ouvraient, un à Nancy, un à Cesson, un à Toulouse qui était orienté jeune, et un pôle entre guillemets élite qui ouvre à Pau. Et donc moi j'arrive à Toulouse alors pendant un an j'ai pris la direction du pôle de Toulouse qui est orienté sur les jeunes, avec slalom, descente et course en ligne. Donc gros pôle, il y avait 40 athlètes, 5 ou 6 cadres, voilà, c'était tout nouveau, fallait lancer ça. Il y avait que du slalom jusqu'à maintenant à Toulouse, et là fallait lancer beaucoup de slalomeurs jeunes, plus la descente, plus la course en ligne. Donc fallait mettre en place tout ça en quelques mois. Voilà. Est-ce qu'à ce moment-là tu entraînes aussi, ou tu gères que le management du pôle? J'entraînais un petit peu quand même. J'entraînais un petit peu. Il y avait Sylvain Curinier qui était entraîneur slalom à l'époque, plus d'autres. Il y avait 2-3 entraîneurs, dont Sylvain. Il y avait Jean-Pascal Crochet qui arrivait aussi pour la course en ligne. Il y avait, on était quelques-uns, mais des fois il y avait besoin de coups de main, donc je donnais un coup de main, mais ça a duré qu'un an parce qu'après il y a eu un petit jeu de chaises musicales et du coup j'ai laissé la direction du pôle à un autre cadre qui est arrivé là, à Paco Martinez, et du coup je suis rebasculé entraîneur slalom en 2005 du coup. Donc là, t'as plus de responsabilité au niveau de l'équipe de France. Non, en 2004-2005, non, plus de responsabilité. Et après, en 2005, je reviens dans l'encadrement des équipes de France seniors. Comment tu reviens? Je reviens parce je crois qu'il y avait besoin. C'était un gros chambardement, une grosse réorganisation après 2004. Donc, tu vois, il a fallu quelques mois, quelques années pour que ça retrouver le fonctionnement qui soit performant. Donc des fois il a fallu ajuster à la fin de 2005 les postes, les personnes, et donc moi ça me plaisait bien, j'étais encore jeune, ça me plaisait de revenir sur l'encadrement. Donc il y en a qui voulaient basculer plus sur la coordination de structure. Donc on a fait un petit peu des chaises musicales, voilà. Je suis revenu sur l'encadrement et on m'a remplacé sur le poste de directeur du pôle. Et là, pareil, tu étais embauché jusqu'à l'Olympiade de 2008 ? De 2008, ouais. Mais après, c'était une organisation différente. Il y avait un entraîneur-chef des canoës et je crois, ouais, c'est ça. Il y avait un entraîneur canoë, Yves Narduzzi, un entraîneur slalom, kayak slalom, Jean-Yves Chetin. Donc, j'étais plutôt en soutien, voilà, de ces cadres-là. Et on encadrait pas mal on avait beaucoup de jeunes, du coup. Le pôle de Toulouse était plutôt orienté sur la relève. C'est-à-dire les 18 ans, les post-bac arrivaient à Toulouse. Et quand ils étaient très forts, ils étaient censés poursuivre leur carrière sur Pau. Donc on avait beaucoup de travail, du coup. On avait beaucoup de travail avec les jeunes à Toulouse, avec une grosse équipe, hein. 2005, de 2005 à 2009, là, sur Toulouse, il y avait une bonne relève, des bons athlètes qui avaient envie de s'engager, on a passé des très bons moments. Enfin, tu vois, c'était l'époque où il y avait Boris Neveu, Sébastien Combeau, Pierre Bourliot, et j'en oubliais d'autres, hein, mais voilà, qui ont eu rapidement des résultats, des très bons résultats.
parce que Boris, tu connais Boris. Oui, bien, non, mais tous les noms que tu cites me parlent, hein, t'inquiète pas. Voilà, tu vois, Boris, donc il est encore champion du monde l'an dernier en 2021, mais en 2005, il sortait de junior, il avait sa première médaille en Coupe du Monde à Augsbourg. Donc tu vois, ils sont devenus très vite bons. En 2007, il y a Sébastien Combeau qui est champion du monde kayakom. Donc voilà, c'était des jeunes, mais c'était des jeunes qui avaient les dents longues. Ils voulaient pas perdre de temps, ils voulaient très vite aller chercher les cadors de la discipline, qui sont Fabien. À l'époque, il y avait Fabien, Benoît et mince, comment il s'appelle? Mince, j'ai perdu. Ça me reviendra, mais bon, il y avait les champions du monde et les médailles olympiques là qu'il fallait aller titiller. Et eux, c'était ils étaient jeunes, ils avaient 18 ans, 19 ans, mais la seule chose qu'ils voulaient, c'était aller très vite les challenger. Donc, ce qu'ils ont réussi à faire. Donc, c'était, voilà, il y a eu des bonnes années aussi sur Toulouse avec ces jeunes-là. C'est original, c'est original dans ton parcours parce qu'en fait, tu as commencé avec l'équipe olympique canadienne, entre guillemets. Ensuite, t'es revenu en France, donc tu as fait les kayak dames. Et ensuite, tu as fait les jeunes. Alors habituellement, j'ai plutôt l'impression qu'on commence par les jeunes et qu'on monte progressivement. Et tu vois, je sais pas s'il y a une ligne. Non, mais c'est original, je trouve, comparé ouais. En tout cas, c'était des jeunes, mais ils sont allés très vite en senior. Moi, au niveau local, donc j'étais avec les jeunes du quotidien, mais au niveau national, sur les échéances, j'étais sur les échéances seniors. Donc comme tous ces jeunes-là se sont très vite imposés en équipe senior, ça m'a permis aussi de les suivre sur les échéances internationales. Donc ça restait dans la continuité. Hein. C'était quand même des jeunes, mais c'était quand même des seniors hein, au bout d'un moment. J'ai compris qu'ils étaient motivés comme tout. Ouais. Comment se passe l'Olympiade de 2008 pour toi alors? C'est bien puisque il y avait tous ces jeunes à accompagner. Alors le challenge c'était, ils voulaient bien sûr aller aux Jeux en 2008 et aller hyper fait. Donc ils ont quand même bien progressé. Je te disais tout à l'heure, il y avait Boris Neveu là qui fait une médaille en Coupe du Monde en 2005, qui sélectionne en équipe senior en 2006. Puis après en 2007, c'est d'autres jeunes. Boris se sélectionne pas, mais ce sont d'autres jeunes. C'est Pierre Bourliot et Seb Combeau qui se sélectionnent. Donc ça m'a permis de les suivre avec Seb qui devient champion du monde en 2007 là. Donc jusque là c'était bien. Après il y a eu la bataille. C'est toujours dur ces batailles olympiques où il y a qu'un poste, qu'une place par catégorie. Donc voilà, c'est Fabien qui va au jeu. Donc pas de souci. Les jeunes n'ont pas réussi à passer devant. Mais bon, ça c'était une belle Olympiade parce qu'on a une grosse génération qui a bien progressé sur cette Olympiade. Donc c'était chouette, ouais. Est-ce qu'à un moment tu n'es plus entraîneur en kayak? Est-ce qu'à un moment tu sors du milieu ou tu y restes jusqu'à maintenant? Non, j'y suis resté, mais c'est vrai qu'à des moments, souvent les années post-olympiques, par exemple 2009, j'ai demandé c'est épuisant, hein, c'est quand même épuisant ces Olympiades-là, notamment l'année olympique. Donc, tu vois, 2005, je fais directeur du pôle parce que je pense que j'avais aussi besoin de souffler. 2009, j'avais demandé à être juste entraîneur de la relève des juniors et des moins de 23 parce que les seniors, c'est des saisons longues, c'est des saisons dures. Moi, j'avais des enfants en bas âge. C'est exigeant au niveau mental. Enfin, tu vois, c'est un peu épuisant. Donc, pareil, en 2009, j'ai demandé je voulais continuer d'entraîner, mais de rester avec l'équipe jeune. Donc, j'ai fait une année, avant de revenir avec l'équipe senior, j'ai fait une année avec l'équipe qu'on appelle relève, là, les moins de 23 et les moins de 18 ans. Et c'était des bonnes soupapes pour se refaire un peu physiquement, se remettre d'aplomb physiquement, parce que c'est quand même des années qui sont chargées, hein. Les Olympiades et l'année olympique particulièrement. Et justement, je te pose cette question parce que c'est rare d'avoir un entraîneur, du moins de ce que je comprends, qui a une telle longévité en tant qu'entraîneur à haut niveau. Et surtout d'arriver à concilier une vie familiale a priori. Donc c'était un peu ça ma question, c'était est-ce que à un moment tu t'es détourné un peu, comment t'as fait pour gérer tout ça quoi? Tu gères comme tu peux. J'ai la chance d'avoir une compagne qui est une ex-kayakiste, donc qui sait ce que c'est. Mais ça reste pas facile, hein. C'est quand même
avec même toute la meilleure compréhension du monde, ça reste pas facile à concilier familialement. Ça, c'est sûr, quand tu bouges si longtemps. Enfin, tu vois, j'ai des époques de vie privée familiale qui sont des fois tendues entre des enfants que tu vois pas, des absences prolongées. Mais voilà, ça, on a quand même, il y a des moments où il y a des gros coups de fatigue et puis des moments où il y a des grosses satisfactions qui font que ça va et que ça repart. Donc, mais c'est sûr que il faut que la compagne ou le compagnon comprenne ce qui se passe quand même, parce que sinon, je pense que on ne sait pas si ça peut durer longtemps. Euh, donc j'ai eu cette chance-là, mais aussi voilà, régulièrement j'avais une année un peu plus, un peu de relâche pour pouvoir consacrer plus de temps à la famille. C'est indispensable. Ouais. Après 2009, donc tu prends, tu dis que tu prenais la relève. Après, est-ce que tu repasses encore sur les seniors? Est-ce que Ouais, tu fais ça à chaque Olympiade, une année un peu full et après tu repars? non mais il n'y a pas de plan de carrière, hein. Il y a pas de plan. Il n'y a pas de plan de carrière préalable. C'est en 2000, après le championnat du monde de 2009, il y a le directeur de l'équipe, là, Bertrand Daille, qui me dit, ouais, est-ce que tu veux pas revenir en senior? Enfin, on a besoin d'un peu plus de monde en senior. Donc, voilà. Une fois que tu as fait une année un peu, où tu as pu souffler, tu as pu te remettre correctement les neurones en place, tu dis, bah oui, parce que c'est quand même addictif, hein, malgré tout. Donc, tu dis, OK, bon, j'y retourne. Et j'y retourne pour l'Olympiade. Et puis, tu as aussi des athlètes que tu as suivis, que tu as vus jeunes. Notamment, tu vois, je te disais à Toulouse, on avait des jeunes. Tu as envie de te dire, ouais, j'irais bien les accompagner un petit peu plus longtemps, jusque l'échelon olympique, voir ce que ça peut donner. Donc, il y a quand même cette envie-là. Donc, tu replonges, tu retournes, tu retournes. Est-ce qu'à un moment, t'as un athlète qui fait une médaille olympique? Mais non. Mais non, ça c'est. Ah merde, c'est Voilà, ce qui te manque alors. ouais, non, c'était plus des fois souvent bien passé au championnat du monde. Et puis au jeu, bah non, ouais, non, mais non, c'est le petit. C'est comme Hicham El Guerrouj en course à pied. Je sais pas Il a si fini par gagner. Il a Ouais. fini par gagner, Hicham. Hein. On était content quand il a gagné enfin. Voilà. Et bon après il y a pas que il y a pas que les médailles, hein. Il y a aussi les moments que tu passes avec les athlètes parce que c'est quand même des moments forts, quoi. Voilà, c'est hyper important la médaille et puis il y a aussi les moments que tu passes avec les personnes. Ça c'est vraiment très riche. Très riche Est-ce que t'as bougé du pôle de Toulouse? Et non, depuis cette époque-là, je suis à Toulouse. Ok, t'es toujours à Toulouse alors. Et ouais, je suis toujours à Toulouse. J'habite toujours Toulouse. Bah, une fois que tu es installé familialement, que t'as bougé à droite, à gauche, à droite, après faut aussi. Il n'y a pas que mes contraintes à moi. Hein. Je comprends bien. Est-ce que tu es resté entraîneur à chaque fois ou est-ce que tu as eu d'autres postes aussi? Parce que là, tu as dit directeur de pôle. Est-ce que tu as eu d'autres Non, ouais, postes? je suis resté entraîneur à chaque fois. Et sauf qu'après 2016, ce coup-là, j'ai dit OK, je prends la relève. Là maintenant, je prends l'équipe de France relève. Il y avait Michel Saidi qui s'occupait de la relève qui partait, donc j'ai dit je veux bien prendre le poste de manager de l'équipe de France U18 U23. Voilà, ça me plaisait parce que peut-être qu'en fait que tu me posais une question tout à l'heure, c'est quoi ton parcours est original? Tu commençais par l'équipe olympique, puis tu es venu sur des jeunes, des filles, des jeunes. Euh, mais je crois quand même que j'ai peut-être plus une attirance sur la formation. Tu vois, je suis prof de PS peut-être à l'origine, j'en sais rien, mais j'ai peut-être une attirance sur la formation des plus jeunes. Donc ça me plaît bien. Donc après 2017, j'ai pris les équipes de France relève, en charge des équipes de France relève. Et pareil, j'ai retrouvé une très très belle expérience sur 2018, 2019, 2020. J'ai passé des superbes années. Puis en plus, tu vois, j'étais à Toulouse, donc c'est vrai que les meilleurs bateaux de seniors sont plus à Toulouse. Ils étaient à Pau principalement et maintenant à Pau et à Vers, mais donc du coup j'étais plus avec des jeunes, donc ça me correspondait sûrement mieux au niveau professionnel. Ça me chagrinait de voir que l'équipe de France relève les jeunes et il y avait pas eu des bons résultats en 2017. Il y avait eu une seule médaille individuelle sur 8 possibles, une médaille de bronze d'ailleurs. Donc il y avait un challenge à relever là-dessus sur
se mettre des objectifs et puis des orientations de travail pour faire améliorer la relève. Donc ça m'a bien plu et j'ai vraiment passé des belles années parce que du coup, j'étais amené à développer un réseau d'entraîneurs local, ce qui sont pas des entraîneurs nationaux, mais à faire vivre un réseau d'entraîneurs local et c'était super riche. Donc vraiment trois belles années. Tu vois, je veux dire, autant tu peux t'éclater avec des équipes olympiques et puis tu peux aussi t'éclater avec la relève. On va dire que c'est moins prestigieux, mais vraiment tu fais un épanouissement professionnel superbe en tout cas. C'est quoi le secret de ta longévité? Parce que ça fait 25, là, j'ai réfléchi, ça fait 25 ans que t'entraînes. 25 ans, Et arrête. non, mais c'est énorme, hein, quand on y pense, parce que j'ai interviewé plein de personnes et donc souvent, voilà, après une Olympiade, la plupart des gens sont un peu rincés, ont besoin de prendre un peu de recul, donc ce que tu as fait par intermittence. Mais ça fait 25 ans que t'entraînes. Qu'est-ce qui, est-ce que c'est difficile comme question, mais qu'est-ce qui te pousse à continuer? Parce que tu pourrais dire, j'ai fait le tour, je vais pas pouvoir apporter plus. Qu'est-ce qui, je crois quand même que, tu vois, on va dire, c'est pas l'argent. Déjà, qu'est-ce qui fait que ça continue? C'est pas l'argent, mais mais je crois que c'est la passion en fait. Moi, j'ai commencé petit, c'est quelque chose qui m'a bien permis de sortir. Non, je suis pas, voilà, j'habitais en ville, je n'avais pas forcément d'une orientation à faire du sport de plein air. Je crois que le sport de plein air, c'est ma passion, notamment le kayak. Ça m'a beaucoup apporté. J'ai envie de continuer si je peux apporter ça à d'autres, ça me convient bien. Et puis après, c'est de voir des jeunes qui progressent, enfin, voilà, qui poursuivent, tu vois. Et moi, je me suis posé la question. En 2013, j'ai voulu arrêter, faire autre chose. Après, c'est pas si simple de faire autre chose. Hein. Faut trouver Est-ce qu'il te plaît? Un poste qui permet de t'éclater aussi. Donc, j'avais postulé sur pas mal de choses en 2013, ça n'a pas marché. Donc, ça a continué. Puis tu vois, mais à chaque fois, tu retrouves des athlètes avec qui tu crées des relations qui sont voilà, qui sont épanouissantes et pour eux et pour toi professionnellement. Donc, tu vois, après 2017, je suis reparti avec des jeunes athlètes et et même avant 2017, tu vois, il y a des jeunes bateaux qui sont arrivés. Un Mathieu Biazizo, par exemple, qui, tu vois, de la nouveauté. En fait, c'est de la nouveauté. Les athlètes qui arrivent amènent de la nouveauté et à remettre de la mise en question, de la remise en question. Et tu dis, ah ouais, mais là, je peux encore chercher d'autres trucs. Et du coup, voilà, ça crée quelque chose. Là, ces dernières années, il y a plein de jeunes qui sont arrivés à Toulouse, là, sur 2016, 2017. Et Marjorie Delassure, Roman Prigent, d'autres bateaux, tu dis ah ouais mais t'as envie de donner parce que tu sens que tu peux encore un peu donner donc tu dis t'as l'impression de servir à quelque chose en fait quoi. Est-ce qu'il y a un échange avec les autres entraîneurs justement sur comme ça fait 25 ans que tu es dans le milieu, j'imagine bien que tu apprends au fur et à mesure des années. Donc en voyant les athlètes d'une part, et est-ce qu'il y a des discussions aussi avec les autres entraîneurs ou peut-être d'autres disciplines pour essayer d'apporter des nouveaux trucs? Oui, bien sûr. Après, du coup, j'ai eu pas mal aussi de relations avec des entraîneurs étrangers, tu vois, quelques-uns qu'on se côtoie depuis longtemps, ça c'est intéressant. Et avec les entraîneurs français, ouais, bien évidemment. Et quand tu dis, on sait, en fait, ce que je m'aperçois, c'est que plus ça va et moins je sais en fait. Et au début, justement, au début, tu arrives avec tes jeunes et tu dis bon ben là, je vais arriver avec mes recettes. Tu fais avec tes recettes. Et puis plus ça va et moins je sais en fait. Et moins des fois, alors en ce moment, je suis moins là, je suis pas sur un poste d'entraîneur. Du coup là, en ce moment, je suis plus, j'ai changé pour le coup cette année. Qu'est-ce que tu fais? Je suis plus entraîneur. Je suis directeur du pôle de Pau. Je suis aussi sur de la formation de jeunes entraîneurs, justement des jeunes entraîneurs qui arrivent dans des clubs ou des pôles espoirs ou autres structures. Sur de l'accompagnement, je fais un peu de tutorat là-dessus. Après, j'ai d'autres missions administratives qui sont plus obscures, on va dire, mais enfin plus obscures, plus loin du terrain. Et donc du coup là, mais ce que je voulais dire, c'est que même mes dernières années d'entraîneur, tu arrives sur une séance et t'as toujours pas de recette, quoi, en fait. T'as toujours pas de recette. Tu dis, mais il faut que je trouve
à mettre en place la séance qui va marcher pour telle tête à tel moment. Enfin, tu vois, il n'y a pas de recette, c'est toujours de la recherche en fait. Et c'est ça qui est dingue en fait. Tu peux pas t'appuyer sur un truc très solide souvent. Tu dis pas tiens aujourd'hui on va faire ça, ça a bien marché. Il y a 2 ans ça avait bien marché, non? Et puis là ça marche plus du tout là. Ouais, ça marche plus. Et puis ça marche plus. Et puis peut-être que le lendemain ça marchera. Mais tu vois, être dans l'instant et que ça corresponde à l'attente, qu'est-ce que je vais apporter et qu'est-ce que la tête vient chercher, eh ben c'est quand même tous les jours une question quoi. Hein. Même si tu as des 25 ans d'expérience, tu arrives et tu dis ah, on va essayer ça quoi, mais c'est toujours un petit peu d'expérience, d'expérimentation on va dire. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est que l'être humain évolue de jour en jour, donc forcément ce qui marchait hier peut ne pas marcher aujourd'hui. Et on n'en a pas encore trouvé comment prendre en compte l'évolution de manière certaine, et je suis pas sûr qu'on y arrive de toute façon un jour. J'espère qu'on n'y arrivera pas. J'espère qu'on n'y arrivera pas. Parce que... mais en fait, c'est ça, quoi. Enfin, tu vois, le truc, c'est t'as beau avoir 25 ans d'expérience, et ben des fois, tu arrives à une séance, tu dis, ouah, papa, il va pas falloir que ça merde celle-là, parce que t'es pas sûr de toi, quoi, en fait. Donc je vois bien. Ça maintient actif, hein. T'es pas dans la routine. Eh ben super. J'arrive au bout de mes questions, Vincent. Est-ce qu'il y a des sujets qu'on n'a pas abordés que tu souhaitais aborder? Non, pas particulièrement. S'il y a des gens qui veulent te contacter, comment font-ils? Comment faut-il? Bah, je suis sur aucune liste rouge. Est-ce que tu as un moyen préféré de communication? Ah, c'est par le mail. C'est ce qu'il y a de plus simple. Le mail, mon mail fédéral, c'est vredon@ffck.org. Et voilà. Bah, super. Moi que ça aille dans les spams, je lis tous mes mails. Bah ça, ouais. En tout cas, merci pour ton temps. Et j'ai bien aimé les besoins, le plaisir, le sens. Et il faut que je réécoute parce qu'il y a pas mal de trucs qui étaient hyper intéressants pour moi. Mais les besoins, le plaisir et le sens, c'est dans la phrase du podcast, si jamais. Il y a de l'accroche. Ouais, il y a de l'accroche et ça me parle. Moi, ça me parle bien. C'est vrai que tu veux toujours faire ce que toi, tu as envie de faire. Et même si tu as envie de progresser, des fois, tu veux moins faire ce dont tu as besoin. Et même si avec le temps, ça fait longtemps que je m'entraîne, je commence à saisir le truc. Je vois que c'est une mixité entre tout ça et en plus, elle est individuelle, donc c'est tout un... C'est compliqué. C'est la complexité humaine. Voilà. C'est bien ça. Et merci encore de ton temps, Vincent, et peut-être au plaisir. Ouais. C'est ton jamais. Ouais. À bientôt. Allez, continue bien. Salut à tous. Ciao, ciao. Si vous êtes encore là, c'est que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à m'aider à faire grandir ce podcast en mettant une note de 5 étoiles et un commentaire d'encouragement sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur l'application podcast d'Apple. Cela m'aidera d'autant plus à accueillir les meilleurs kayakistes français grâce à la crédibilité que vous me donnerez. Enfin, vous pouvez retrouver la retranscription écrite de cet échange sur www.secretdukayak.org. En attendant, laissez glisser et à la semaine prochaine.